le président Jair Bolsonaro reste mutique au lendemain de sa défaite à l'élection présidentielle au Brésil. Certains de ses partisans contestent déjà les résultats. Après une nouvelle vague de frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes, lundi, de nombreux habitants de Kiev sont restés sans eau et électricité. L'invasion russe a unifié la société ukrainienne. Une leader du mouvement féministe Femen évoque la résilience des Ukrainiens. Sommet tripartite à Sotchi où le président russe s'est entretenu avec le premier ministre arménien puis avec son homologue azerbaïdjanais afin de désamorcer le conflit dans la région disputée du Haut-Karabakh. C'est une atmosphère étrangement calme qui règne dans les grandes villes brésiliennes. Au lendemain de l'élection présidentielle, les unes de journaux et les réactions internationales se multiplient pour féliciter Lula da Silva. Le président argentin Alberto Fernandez a même fait le déplacement pour congratuler en personne le nouveau président élu. Mais une personne manque encore à l'appel. Son rival Jair Bolsonaro ne s'est pas exprimé sur sa défaite pour le moment. Un silence qui suscite beaucoup d'incertitudes dans un pays qui rebascule à gauche après 4 ans de gouvernement d'extrême droite. Nous avons traversé 4 années d'inhumanité, d'inégalité et d'exclusion. Et je pense que le gouvernement du Parti des travailleurs va apporter des changements. J'ai voté pour Lula hier et je suis très heureux de sa victoire aujourd'hui. Une joie qui contraste avec la déception des partisans du président sortant. À Rio de Janeiro, des centaines de chauffeurs routiers pro-Bolsonaro ont bloqué plusieurs pans d'autoroute pour protester contre le résultat des élections. Luiz Inácio Lula da Silva s'apprête à diriger ce pays de 214 millions d'habitants pour la 3e fois. Ses 2 mandats précédents, entre 2003 et 2010, sont associés à une période de croissance et une amélioration considérable des conditions de vie de nombreux Brésiliens. La victoire de Lula au Brésil a mis fin à une campagne présidentielle très violente et polarisante et a permis d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques du pays. Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et plusieurs autres dirigeants mondiaux ont immédiatement félicité Lula pour sa victoire électorale. Beaucoup de Brésiliens ne sont pas d'accord avec le président actuel, Jair Bolsonaro, et l'accusent de saper non seulement les institutions démocratiques, mais aussi les relations du pays avec le reste du monde. Il y a eu ces tensions avec les dirigeants de l'Union européenne, par exemple, pour son refus de protéger la forêt amazonienne. Quant à Lula, on se souvient encore de lui comme de la figure charismatique qui a eu beaucoup d'influence sur la politique mondiale lorsqu'il était président au début des années 2000. Il a souvent agi comme un médiateur entre l'Occident et ses rivaux, ce qui pourrait être utile de nos jours en ces temps de crise. Mais Lula n'est peut-être pas l'allié direct que l'Europe et les États-Unis voudraient avoir pour faire face à ces crises mondiales, et notamment la guerre en Ukraine. Lula a critiqué à la fois le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour ne pas avoir négocié avec le dirigeant russe Vladimir Poutine avant le déclenchement du conflit. Et Vladimir Poutine n'a pas tardé à féliciter Lula, affirmant qu'il était lui aussi impatient de travailler avec lui sur de nombreux sujets. Annelise Borges in Paris for Euronews. Après une nouvelle vague de frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes, des habitants de Kiev font la queue pour avoir de l'eau. Selon le maire de la capitale, dans la journée de lundi, 80% des consommateurs ont été privés d'eau et 350 000 foyers étaient sans électricité. Les ingénieurs se sont empressés de rétablir le courant, mais lundi soir, l'accès à l'eau était toujours un problème pour beaucoup d'habitants. C'est une guerre contre la population, contre nos valeurs. Ils veulent nous soumettre, mais les Ukrainiens respectent la liberté. Nous ne sommes pas habitués à vivre comme des esclaves. Nous avons entendu un bruit de sifflement très particulier. Après ça, quelque chose a survolé la ville et nous avons entendu le bruit de l'explosion. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent nous faire peur, c'est tout.
Le ministère russe de la Défense a confirmé avoir mené des frappes contre le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine. Ces nouvelles frappes massives interviennent après l'annonce ce week-end par Moscou de la suspension de sa participation à l'accord sur les exportations de céréales. La télévision russe a également partagé des images d'un hôtel détruit à Alchevsk dans l'est de l'Ukraine. Selon les autorités russes, ce sont les forces ukrainiennes qui auraient ciblé l'hôtel où il y avait des civils. Alors que l'invasion russe en Ukraine continue, les Ukrainiens tentent de survivre aux attaques et aux coupures d'électricité. Les habitants ramassent les débris et entament une nouvelle semaine faite de pannes de courant et d'eau. Le visage du mouvement féministe ukrainien Femen explique à Euronews pourquoi les Ukrainiens n'abandonneront jamais le combat. Les Ukrainiens meurent littéralement aujourd'hui pour avoir fait un choix, pour avoir eu le courage de devenir un pays démocratique, de se séparer du modèle mondial russe et se battre pour leur droit à devenir un pays démocratique européen indépendant. C'est l'origine de cette guerre, c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. S'exprimant en marge d'un événement des Amis de l'Europe à Bruxelles, Ina affirme qu'elle s'attendait à cette attaque, qu'elle alertait le monde sur une tolérance trop grande envers Poutine depuis des années. D'après elle, la guerre a désormais unifié le pays et transformé des chanteurs, des boulangers, des médecins et des professeurs en soldats dont le moral est toujours bon. Il y a une souffrance collective dans toute la nation, mais il y a aussi une résistance collective et puissante. Les Ukrainiens savent, comme nous le répétons, que si la Russie arrête de combattre les Ukrainiens, il n'y a plus de guerre. Si les Ukrainiens arrêtent de se battre, il n'y a plus d'Ukraine. Le mouvement féministe ukrainien Femen réitère sa demande à l'Union européenne d'obtenir plus de moyens financiers et militaires afin de pouvoir faire face à l'invasion menée par la Russie. En pleine guerre en Ukraine, Vladimir Poutine cherche à réaffirmer son influence dans le Caucase. À Sotchi, dans le sud de son pays, le président russe a reçu le premier ministre arménien Nikol Pachinian, suivi du président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, pour parler du conflit dans le Haut-Karabakh. En 2020, Moscou avait réussi à obtenir un accord de cessez-le-feu après la mort de 6500 personnes des deux côtés. Mais en septembre, une nouvelle flambée des tensions au sujet de la région enclavée en Azerbaïdjan, mais peuplée de nombreux Arméniens, a fait presque 300 morts. Alors que l'Union européenne et les États-Unis ont pris l'initiative d'organiser des négociations de paix ces derniers mois, la Russie veut rester un médiateur central dans l'apaisement de ce conflit post-soviétique. À l'issue de ce sommet, Bakou et Erevan se sont engagés à ne pas recourir à la force pour trouver une solution à cette dispute qui dure depuis plus de 30 ans. Les élections législatives israéliennes ont lieu ce mardi. Dans les rues de Tel Aviv, difficile de passer à côté. Les candidats sont partout, à commencer par Benyamin Netanyahou, l'inoxydable ancien Premier ministre de l'État hébreu. Accusé de corruption, il pourrait faire son retour au pouvoir. Ces législatives seront les 5e en 3 ans et demi, de quoi désespérer les Israéliens. À mon avis, il n'y a aucune chance que ce soit la dernière élection. Beaucoup de gens que je connais n'en peuvent plus, car ils ne voient pas d'horizon. Ils ne voient pas de stabilité future, ou de ligne solide, pour une période suffisamment longue. Je ne sais même pas pour qui voter. C'est terriblement confus, je ne comprends pas. Il semble qu'il n'y ait personne à qui faire confiance. Ces derniers jours, la campagne s'est accélérée. Les candidats étaient en déplacement dans le pays. S'il veut être nommé Premier ministre, Benyamin Netanyahou va devoir rassembler tout le bloc de droite autour de lui, en incluant l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Face à lui, son principal rival, Yair Lapid, le chef du gouvernement sortant, qui se situe plus au centre. Il avait réussi à mettre sur pied une coalition hétéroclite, avec le soutien notamment des formations arabes, coalition qui a finalement fait long feu.
Ces élections surviennent alors que les tensions sont vives en Cisjordanie occupée. 2 attaques menées par des Palestiniens ont eu lieu notamment près d'Hébron. Ces derniers mois, l'armée israélienne y a mené des centaines d'opérations, faisant plus de 120 morts. Un contexte étouffant qui pourrait bien avantager la droite dure lors du scrutin de mardi.